Tatama kebenga kamile. Kamile, kamile, kamio, nabone makao. Kamile, kamile, kamio, nabone makao. Mikaba kotuna kamisolo. Mikamoni nelekinya kamisolo. Mikona mikaraso na kotuna kai papa kamili. Utuna moisolo na koyamba kamili. Kamile 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 kamile. Yana bune makamu. Bonjour frères et sœurs, c'est votre frère Kisisaki Nkela Mazulu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur la plateforme dit Mana. Mana, mouvement anti-nazi africain, est un mouvement né en Écosse qui, disons, pour dénoncer l'implication, la présence nazie en Afrique. Pour l'explication du choix, pour le choix de ces noms, c'est quelque chose que nous avons longuement débattu. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours consulter nos précédentes vidéos. En vous inscrivant bien entendu sur notre chaîne Kinkela Wamazulu, notre chaîne YouTube. Nous avons commencé notre émission d'aujourd'hui au titre L'Afrique aux Africains avec une chanson pour s'allier la mémoire de notre aîné Wendo Kolosoi. La chanson porte le titre Kabyle, juste pour nous réincarner à notre matrice africaine et, disons, et commencer en beauté l'émission. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous parlerons de l'Afrique aux Africains, mais avant de commencer, j'aimerais ici faire un point. Comme vous connaissez tous, Kisisaki Nkela Mazulu et disons l'initiateur du mouvement anti-nazi africain, les MANA, qui fait partie du Congo Support Group pour lequel je suis représentant pour l'Écosse et dans la ville de Glasgow. Nous nous occupons de réintroduire d'une certaine manière, apporter un vent nouveau à la politique. Nous pratiquons ce que nous appelons la politique verte, une politique consciente, une politique différente, parce qu'il est important faire comprendre à nos frères et sœurs que la politique que nous avions la politique que nous avons connue depuis la fin de l'indépendance, pratiquée par nos frères et sœurs, nos aînés, est une politique que je ne verrai pas ici définir des positives, négatives, mais plutôt que j'appellerai une politique dépassée. Une politique qui n'a pas produit les fruits entendus et par conséquent, nous devrions l'avoir réévaluée et changer choses que nous sommes en train de faire maintenant et comprendre que c'est une politique qui ne fonctionne pas. Nous n'allons pas pour autant donner les causes, disons, donner les fautes aux personnes, nous n'allons pas distribuer les fautes aux personnes, nous n'allons pas faire un procès politique aux personnes qui ont été les porte-garants de ce système, mais seulement nous constatons que c'est un système qui n'est plus applicable. Et aujourd'hui, avec la situation politique africaine, les choses ne peuvent être plus claires. C'est la politique, la notion politique que l'Afrique s'est développée d'une certaine manière en l'adoptant, en la recevant de la colonisation, est une politique qui ne fonctionne pas et par conséquent doit être déclarée morte. Cependant, la déclarée morte, nous devons répondre à beaucoup d'autres questions. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas vivre sans politique. La politique, en réalité, n'est que la manière de gérer.
une nation. Et nous pouvons voir que chaque maison a une politique. La politique est la modalité de gestion, l'implémentation des structures mentales, les procédures administratives, juridiques permettant à une nation de fonctionner. Mais c'est là, sur un plan fatal, nous pourrons le voir que même au sein d'une maison, au sein d'une famille, il y a une politique. La politique change de région en région. Selon qu'on est Mukongo, on a une politique Congo dans sa maison. On est Luba, on a une politique Luba. On se rend compte que dans la maison, quand les choses ne marchent pas, c'est bien les parents ou les aînés s'assoient pour comprendre si cette politique doit être révisée ou complètement changée. Et c'est là équivaut aussi à ce que nous avons aujourd'hui en Afrique. La politique pratiquée est une politique de déprédation, est une politique coloniale, est une politique négative, négationniste, et donc nous devons nous en débarrasser. C'est comme ça qu'au sein du Congo s'apporte au mouvement Manan, après avoir dénoncé tout ce qu'il y a comme à dénoncer, maintenant nous nous lançons dans une phase où nous voulons apporter aussi les réponses. Et la réponse commence par le premier point de cette émission, que nous parlons de l'Afrique aux Africains, la classe politique. La classe politique, une nouvelle classe politique pour l'Afrique. Mais au lieu, en réalité, les titres devaient être un peu plus divers. Au lieu de parler d'une nouvelle classe pour l'Afrique, ces points devaient porter les titres d'une nouvelle politique pour l'Afrique. Et quand nous parlons de la politique, nous avons affaire avec les idéaux. Nous avons affaire avec les mentalités et nous parlons ici d'un changement de mentalité. Mais quand nous voulons changer de mentalité, c'est quelle mentalité devrions-nous adopter? Et bien, chers frères et sœurs, je n'ai pas la solution, je n'ai pas la réponse à cela. Ici, je partage avec vous mes réflexions. Et d'ailleurs, j'invite tous nos frères et sœurs à ne pas prendre mes mots pour des vérités absolues. Je ne possède pas de vérités absolues. Aujourd'hui, avec l'avancée de la science de la psychologie, nous réalisons que toute vérité n'est que relative parce que nous comprenons que toute personne interprète la réalité par rapport à son vécu, par rapport à ses croyances. Et ce qui fait que nous avions une distribution bilocale ou alocale des réalités. Et cependant, ce que je dis, quand nous nous trouvons sur les mêmes chemins, nous pouvons condiviser certains points et ne pas condiviser certains, ou des fois, tout simplement, se retrouver devant des réalités qui ne font pas partie de notre monde. En ce moment, nous avons le choix, comme nous sommes toujours orientés vers les changements, vers les progrès, d'intégrer ces nouvelles informations et de trouver notre point d'équilibre, parce que cela fonctionne exactement comme dans les procédures économiques où chaque jour le point d'équilibre vient et est perdu par apport d'informations nouvelles, et c'est-à-dire on doit retrouver un nouveau point d'équilibre. C'est ce qui se passe quand nous avons de nouvelles informations, nous perdons notre point d'équilibre pour en trouver un nouveau, parce que c'est un processus évolutif de la pensée ou disons de la conscience, car la conscience évolue. Donc, frères et sœurs, je suis toujours content de lire vos questions, vos remarques, vos critiques. Et ici, j'aimerais dire que donnez absolument pas et suivre ce que je dis, parce que vous n'êtes pas moi. Et par conséquent, il est inexact, de baser vos principes sur ce que moi je dis. Cependant, je vous demande tout simplement d'écouter l'information, de voir dans quel point cela peut stimuler votre recherche personnelle, en quel point cela peut stimuler ou changer votre niveau de compréhension. Mais c'est votre niveau de compréhension qui doit changer. Ce n'est pas que la mienne, elle est supérieure ou inférieure, mais la mienne, elle est alternative. C'est-à-dire, elle vous complète, comme la vôtre vous me complète. Il y a ce processus graduel d'évolution, disons, comment on dit, la main dans la main. Alors, j'ai parlé ici de la classe politique. Nous avons besoin, non d'une classe politique, mais d'une politique complètement nouvelle. Et de cela, et ceci se relie au sujet que je développe au sein du Congo Support, celui de l'authenticité. Dans le monde occidental, il y a une expression dont on parle de la modernité. La modernité, c'est-à-dire, c'est ce que je peux appeler
une évolution, une rélocation des principes organisateurs de la vie, de la vie politique, sociale, économique, ainsi de suite, hein, vers disons, une vision améliorer, une vision nouvelle. Et en termes occidentaux, on parle de modernité. Mais la modernité, dans le monde noir, n'existe pas, parce qu'on a, bien que nous pouvons utiliser les mêmes langues, mais notre conceptualisation, notre formation, disons, notre conformation du point de vue de la conscience est complètement différent. Et ce qui est modernité chez les Occidentaux, pour les Noirs, on parle de authenticité. Je sais que pour ceux qui viennent d'Israël, nous avons connu l'authenticité avec le président Mobutu, on parle des retours à l'authenticité. Mais ici, l'authenticité ne se trouve pas derrière nous. L'authenticité, c'est notre monde. Pourquoi l'authenticité est votre monde? Qu'est-ce qui veut dire authentique? Authentique veut dire vrai. Okay, l'authentique veut dire vrai, c'est-à-dire retour à l'authenticité veut dire retour au vrai. Et nous ne parlons plus du retour à l'authenticité, nous parlons d'une progression, d'un mouvement progressif dans l'authenticité, c'est-à-dire une évolution dans la vérité, mais une vérité qui soit africaine, parce que la vérité encore en ce moment-là est liée à la culture. Alors, nous avons besoin d'une nouvelle classe politique africaine. Et nous avons besoin d'une nouvelle philosophie politique africaine. Et nous devrons y penser sérieusement. Nous devons comprendre c'est quoi les rôles de la politique. Comme je l'ai dit, je l'ai répété dans d'autres émissions, la politique, c'est la représentation, ce n'est pas la gestion. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais tout simplement, moi, j'ai une idée dans ce que nous appelons la politique verte, la politique consciente, la politique qui est, disons, une structure pour gérer de manière efficace la nation. Dans la politique, on englobe toutes les autres structures qui sont, par exemple, l'économie, les sociales, les développements. Tout ceci est intégré dans la politique. La politique, c'est les points centraux où nous pouvons dire les lieux où sont prises les décisions qui engagent toute la nation, tout le peuple. Et sur ces points-là, nous devons être bien axés et travailler main dans la main pour créer les vrais contextes pour pouvoir parler d'une nouvelle, disons, pas parler, mais projeter, dessiner, jeter les bases pour une vision politique qui soit complètement africaine. Quand je dis complètement africaine, je dis une vision politique authentique qui tient compte de l'histoire africaine, qui tient compte de la conformation physiologique, sociologique africaine, qui tient compte des éléments transitoires tels que par exemple les mouvements de peuplade ou l'immigration africaine. C'est-à-dire ces éléments-là doivent être pris en considération et aussi dans l'évolution historique du point de vue géographique africain. Les cartes ont été changées de fois à fois et cela a créé beaucoup de confusion et ce qui a fait que après la colonisation, nous avons continué avec les modèles coloniaux, l'ayant échangé pour un modèle traditionnel ou l'ayant adopté. Mais vu que les modèles n'avaient pas été créés pour objectif de permettre l'émancipation de l'individualité, de l'identité africaine, vu que ces modèles n'avaient pas été construit pour développer l'Africain, pour donner la valeur de l'éthique à l'Africain, et tout simplement cela ne s'est pas produit. Les preuves sont, nous regardons nous depuis les colonisations jusqu'à aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus. Économiquement, les pays africains ont échoué année après année. Du point de vue intellectuel, les intellectuels africains ont échoué année après année. Du point de vue social, la société africaine s'est détruite année après année. Il y a eu, bien entendu, certains efforts ou certaines tentatives de réussite, mais du point de vue macro, disons du point de vue micro, nous pouvons reconnaître certains efforts faits, réalisés, par exemple au Ghana, au Sénégal, beaucoup d'autres pays, mais du point de vue macro, c'est un échec lamentable que nous ne pouvons pas ignorer. Et ici, et ceci va nous apporter à notre second point qui j'ai intitulé l'échec des anciennes générations. Année après année,
comme j'avais déjà aussi introduit, il y a eu un échec consommé d'année après année, mais nous ne nous sommes pas arrêtés, même pas un seul instant, à nous poser la question, à projeter l'Afrique dans le futur, à voir ce qui s'était passé dans les dernières 5 ans du moment où on s'est trouvé, pour nous poser la question, mais la démarche appliquée fonctionne-t-elle? Du moment où nous avons vu des pays comme le Singapour s'est développé dans moins de 10 ans, avec très peu de ressources, du point de vue humain aussi, mais du point de vue des ressources naturelles. Nous avons vu la Corée du Nord, la Corée du Sud. La Corée du Nord est devenue une puissance nucléaire, la Corée du Sud aussi. Nous avons connu un grand cadre de pays qui se sont développés sans avoir des ressources, mais comme nous les avons, nous, en Afrique. Et cela s'est produit dans très peu de temps. Le cas aussi, c'est le cas de l'Inde, qui est devenue aujourd'hui une très grande puissance, et cela s'est produit devant les yeux de tout le monde. Et pendant ce temps-là, l'Afrique était en train de s'écrouler, et continue à s'écrouler, mais on ne s'était jamais posé, nos aînés, c'est les générations d'avant, ne s'étaient jamais posé la question à un moment donné, ils ne s'étaient jamais arrêtés à un moment donné pour évaluer la démarche qu'ils étaient en train de prendre, voir les résultats que cela avait produit, et quel potentiel résultat cela pouvait-il produire en vue des succès ont pu démontrer d'autres pays. Aujourd'hui, tout le monde va à l'Afrique pour faire le commerce à la Chine, tout en oubliant que la Chine était un pays relativement pauvre par rapport à l'Afrique du point de vue de son produit interne lourd et beaucoup d'autres facteurs richesse, des facteurs démographiques, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, tout le monde va en Asie, et en Chine, et ainsi de suite, au Dubaï, des pays qui se sont construits dans les derniers 10 ans, 15 ans, 20 ans, pendant que l'Afrique, la puissante Afrique, depuis les indépendances, n'a fait que s'écrouler génération après génération. Tous les efforts qui ont été mis, tous les efforts comme les ressources qui ont été mis en œuvre pour pouvoir permettre, un résultat différent, tout simplement, n'ont pas pu les faire. Nos aînés auraient dit à un certain moment s'arrêter, poser la question. Pendant les années 80, pendant les années 90, mais cela ne s'est absolument pas produit, et cela a été un échec. Je sais qu'il y a beaucoup de millionnaires en Afrique, mais en disant, il y a certains millionnaires en Afrique, il y a beaucoup gens qui ont de l'argent, mais ici, qui peuvent se sentir étrangers au discours. Quand je me promène sur les rues de Londres, puisque je suis en Londres à ce moment ici, je vois beaucoup de Noirs avec des voitures super luxueuses. Aujourd'hui même, j'ai été étonné de voir une section de quelque chose comme une vingtaine de voitures de haute marque, et je parle ici des Ferrari, des hautes marques, et conduites par des Noirs. Ils ont cette pouvoir économique. Cependant, des fois, on oublie une chose très importante. L'on peut être millionnaire, milliardaire comme l'on veut, mais quand on appartient à un pays pauvre, un continent pauvre, on est pauvre, on vaut moins que les autres. Là, nous devons réaliser cela. L'Africain, aujourd'hui, par la valeur qu'il démontre de soi, pour comment il est perçu par les autres, pour être comparé à un Japonais ou un Chinois, un Occidental qui a juste une voiture normale, l'Africain doit avoir au moins une Ferrari. Ok? Et cette tendance de ces personnes de se sentir supérieures est complètement misunderstanding. Je ne connais pas le mot en français, c'est-à-dire, c'est une confusion. Les petits blancs, un occidental, un anglais par exemple, qui dort à la rue, ok, quand il est emporté, quand il voyage en Afrique, il arrive en Afrique sans rien, il est perçu comme quelqu'un qui est riche. Pourquoi? Parce qu'il il est en premier lieu un Européen, c'est-à-dire un continent qui se respecte, dont les efforts sont visibles, malgré les difficultés, et après cela, c'est un Anglais. On ne va pas regarder à combien d'argent il a en poste. Cela n'intéresse personne.
on voit l'identité. Et l'identité sort de l'identité. L'identité individuelle perçue sort de l'identité collective. Et quand on est un milliardaire africain, cela ne sert qu'à son seul ego. Parce que, du point de vue extérieur, on est perçu comme un pauvre. Pourquoi? Parce que on est, comme je viens de le dire, on est perçu par rapport à notre collectivité. Et étant venu d'une collectivité pauvre, on est pauvre. C'est comme ça, vous voyez la différence est créée quand vous parlez des Noirs américains. On fait la différence Noir-américain. Et quand vous voyez un Noir américain, il est perçu de manière différente parce qu'au moins, il est noir et américain. L'américain est associé à la richesse. Au niveau de respectabilité de cet environnement, de cette entité nationale. Et là, je fais un appel aux Africains. Pensez-vous vraiment qu'est rester en Europe avec votre belle maison ou vivre en Afrique dans votre beau château, entouré de saletés, vivre votre vie en envoyant vos enfants étudier à Louvre ou à Laval, vous rend quelqu'un? Non, frères, chers pères et mères, frères et sœurs. Non, pas du tout. Là, vous vous foutez de votre gueule vous-même. Vous êtes perçu toujours comme un pauvre. Pourquoi? Parce que la réalité dont vous sortez est pauvre. C'est-à-dire, du point de vue collectif, la collectivité noire africaine est pauvre. Et pauvre, pas de richesse, mais pauvre de conscience, pauvre on manque de respectabilité. Et par conséquent, c'est comme ça que vous êtes vus. C'est ainsi que les problèmes de l'Afrique intéressent tous. La politique africaine intéresse tout Africain. Nous devons arrêter, nous débarrasser plutôt de cette vision de la politique que nous avions, où nous pensons, ne nous intéressons pas à la politique, nous sommes différents. Non, on reste toujours africain. Et vu que la politique, en ce moment, définit ce que nous sommes, ou force cette définition, limite cette définition, encadre cette définition, et devient un intérêt à tous, en savoir à devoir s'y mettre, pas s'y mettre activement, mais à comprendre cette politique, à une certaine manière, œuvrer pour cette politique, parce que la politique c'est la nation, et vous ne pouvez pas, vous pouvez changer des passeports, mais vous ne changez pas ce que vous êtes. Les passeports, ce n'est qu'un passeport, on dit passer les ports. Ça vous aide à passer les ports, ça ne change pas votre identité. Et toute tentative, pensez parce qu'on a un passeport anglais, parce qu'on a un passeport, passe les ports français, belge, italien, américain, russe ou conchaise, vous change, vous, pour ce que vous êtes, est une erreur inadmissible. C'est une erreur grave parce que vous restez ce que vous êtes et les gens vous percevront toujours pour ce que vous êtes, un Africain. Et aussi que l'Afrique, aussi longtemps que l'Afrique sera un continent chiffon, poubelle, inutile, d'un certain point de vue, c'est comme ça que vous serez perçus, c'est comme ça que nous serions perçus. Je vous parle, moi j'ai grandi complètement dans le monde italien, complètement immergé dans le monde italien, mais je relève cette analyse du point de vue profond. Vous restez ce que vous êtes, vous ne pouvez pas vous en échapper. Je ne peux pas m'en échapper. Pour autant que je sois d'une certaine manière italien du point de vue culturel peut-être, c'est-à-dire des bases, disons, pas du point de vue culturel, mais du point de vue de l'expérience culturelle, l'expérience du vécu, mais il reste que je reste toujours ce que je suis, je ne peux pas en échapper. Alors si je pense vouloir changer ma respectabilité devant les autres, ce n'est pas en m'habillant avec les plus grandes griffes que cela va être réalisé. Ce n'est pas en m'achetant une voiture qui coûte plus de ce que je gagne par an que cela va changer. Non, en travaillant pour que mon continent, les continents noirs, mon pays, puisse acquérir un niveau de respectabilité, puisse devenir un continent que l'on respecte. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas un continent respectable. Parce que tout ce que l'on pense de nous, c'est que c'est un pays qui attend de l'aide. Tout le monde veut aider l'Afrique. Pendant que l'Afrique n'a pas besoin d'aide. C'est le contraire. C'est l'Afrique qui aide tous les autres. Comment pouvons-nous changer cette perception des choses en commençant par nous-mêmes?
en commençant par arrêter de faire les mendiants et de réaliser que c'est nous qui donnons plus que nous recevons. Regardez les dates économiques, les statistiques économiques. Regardez les statistiques de l'exportation et importation, des transferts d'argent. Ok? C'est l'Afrique qui donne beaucoup plus qu'elle ne reçoit. Quand nous donnons de l'argent, quand nous recevons de l'argent, du point de vue international, ils sont appelés aides. Quand nous donnons de l'argent aux autres, on appelle ça sanctions économiques. Mais les sanctions économiques sont 1000 fois supérieures aux aides que nous recevons. C'est-à-dire, sans ces sanctions économiques qui remontent à des millions de dollars, nous n'avons besoin d'aucune dette. Et ici, il faut souligner que beaucoup de pays africains versent encore à la France ce qu'on appelle la dette coloniale. C'est-à-dire, la France, avant de partir, a obligé certains pays africains à signer des contrats pour lesquels on continue à payer de l'argent. Comme ça, nous donnons. Mais ce sont des choses que les Africains ne connaissent pas. Et c'est ça qui crée notre faiblesse. Nous ne connaissons pas notre pays, notre continent. Nous ne connaissons pas ces structures. Nous ne connaissons pas nos fonctionnements. Parce que si nous nous intéressions au fonctionnement de l'Afrique, nous comprenions que nous donnons plus qu'aux autres et que nous ne sommes pas des mendiants. Et par conséquent, nous ne devrions pas nous comporter en mendiants, chose que nous ne connaissons pas. Et donc, nous nous comportons en mendiants. Nous voulons ressembler à ceux à qui nous donnons. Parce qu'on nous fait croire que nous recevons d'eux. Mais ça, ce n'est pas la faute des autres. C'est notre faute. C'est notre ignorance, parce que l'ignorance coûte très cher. Notre troisième point, j'ai écrit ici, je lis. Les Africains doivent concevoir l'Afrique, car l'Afrique qui existe aujourd'hui, l'Afrique née de l'esclavage, de la colonisation, de la recolonisation nazie, n'a jamais été fait pour l'Afrique, pour l'Africain. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Plongez-vous dans le passé, revoyez l'esclavagisme, la colonisation. Et de la colonisation est née l'Afrique comme nous la connaissons aujourd'hui. Du point de vue géographique, de la structuration géographique, de la structuration politique, économique, sociale et industrielle. C'est les modèles que nous nous sommes conservés. Les modèles que nous avons conservés encore aujourd'hui. Mais le problème est que ces modèles n'avaient pas été construits pour bénéficier à l'Africain. Ces modèles avaient été construits par les pouvoirs coloniaux pour nourrir les métropoles. Et de ces modèles est née une culture, une mode de vivre et de faire pour lequel à l'Africain ne plaît pas beaucoup tout ce qui est africain. On préfère vivre en Occident. Parce qu'on respecte les modèles qui avaient été imposés pendant la colonisation et qui a continué après la décolonisation, c'est-à-dire nourrir les métropoles. Parce que l'homme noir avait été défini, pas conçu, défini comme les compléments de l'occidentaux. Son existence économique, comprenez par exemple, ne se justifiait que par la nécessité occidentale d'absorber les surplus de production. Je veux être plus clair par cela. La seule raison pour laquelle fit accorder un pouvoir économique en Occident, aux Africains, était pour le fait que les matières premières étaient prises de l'Afrique, apportées en Occident, transformées, consommées, mais tout n'était pas consommé. Il y avait un surplus de production qui allait être perdu, ou perdre des valeurs, être acheté à un prix très bas, un prix très bas, un prix très bas. Il est né donc une nécessité économique de doter à l'Afrique d'un c'est-à-dire un mini-système économique faisant que ces derniers puissent recevoir de la monnaie comme paiement en échange de leur travail, pour que cette monnaie les serve seulement à pouvoir acheter la production, la surproduction occidentale qui ne pouvait plus être absorbée à l'Occident ou vendue à un prix très bas. Nous devrions l'absorber à un prix très haut. Un matériel, une marchandise qui avait déjà subi une dévaluation économique.
À nous, elle était vendue au prix très haut. Et pour favoriser cela, il fallait détruire tous les domaines économiques africains. Plus d'agriculture africaine, plus de pêche. C'est encore aujourd'hui, avec tous les lacs, tous les cours d'eau africains que nous possédons, nous n'avons pas de sociétés de pêche africains. Pourquoi? Parce qu'il faut absorber ce qui vient de l'Occident, les sardines, les bois de conserve, ainsi de suite. Cette école, ici, je ne suis pas en train de démoniser, je suis en train de faire l'exposition des littératures économiques de l'époque coloniale. Ces systèmes que je définis ni mauvais ni bons servaient à certaines exigences. Ces exigences étaient destinées pour maintenir, pour aider l'Occident, les métropoles à se développer. Et donc les modèles africains avaient été construits seulement pour servir l'Occident. Et cependant, nous avons conservé les mêmes modèles et encore continuons à servir l'Occident. Ce modèle ne fonctionne pas. Nous devons trouver un modèle qui fonctionne pour l'Afrique. Nous devons réaliser ces enjeux. Sinon, nous n'y parviendrons jamais. Chaque génération, de plus en plus des Africains quittent l'Afrique pour aller immigrer. Et nous créons un grand problème immigratoire. Demandez-vous combien de personnes mortes pendant ces processus. Pendant mon enfance, en Afrique, à Kinshasa, on parlait souvent des gens pour qui à cette époque-là, pour venir vivre en Europe, il fallait se cacher, il fallait voyager à Matadi, au port, payer des personnes, c'est munir des réserves d'eau potable, des biscuits, ok? Et pendant la nuit, c'est caler dans l'intérieur, dans les bas des bateaux, dans les noirs les plus complets. Je me souviens des histoires qu'on rencontrait à l'époque, il fallait avoir une torche, parce que chaque matin, chaque jour, parce qu'on ne sait pas distinguer le jour et la nuit, il fallait allumer cette torche et la flasher contre un gobelet d'eau et regarder pour éviter que les yeux deviennent malades, pour avoir passé trop de temps dans l'obscurité. Et c'est comme ça que les Africains venaient clandestinement en Europe. Et dans beaucoup de cas, quand les marinais, les marins se rendaient compte qu'il y avait des intrus dans les bateaux, on jetait des gaz lacrymogènes à l'intérieur. Et quand on sortait, vous étiez tabassés, jetés dans l'eau. Généralement, on jetait les Africains dans l'eau quand ils étaient trouvés. Peu sont le nombre de ceux qui réellement réussissaient à arriver en Europe. Et je connais des gens personnellement qui sont venus en Europe comme ça pendant les années 80 et 90. Au prix de la mort. Après 10 ans, le nombre de gens qui commencent à faire, à se déplacer de manière clandestine en Europe a augmenté. Aujourd'hui, c'est la débâcle. On parle non plus de 100 personnes qui sautent des 50 personnes, ou un groupe de 30 personnes qui sautent dans un bateau pour venir en Europe. Et on ne se rend pas compte des 30 parties, seulement 5 arrivent parce que 25, ou ils sont morts pour déshydratation, ou parce que vous restez dans le froid pendant très longtemps, parce que dans la coque de la navire, vous êtes dans le bas, il fait très froid, ou parce que on vous attrape et on vous tue, on vous jette dans l'eau. Aujourd'hui, on parle des navires entiers, des personnes qui se jettent dans l'océan pour arriver dans les côtes de Libye, partie de la côte de Libye pour arriver en Occident, le nombre augmente. Mais tout cela, chers frères et sœurs, impacte sur la respectabilité de l'homme noir. Pourquoi nous avons ce phénomène? Tout simplement parce que nous n'arrivons pas encore à réaliser que l'Afrique, comme nous l'avons connue, l'Afrique que nous connaissons ne sert pas aux Africains. Mais c'est un devoir de l'Afrique, c'est le devoir de l'Africain de pouvoir réaliser cela et comprendre les enjeux. Et donc, travailler pour changer cela. Il faut réformer du point de vue intellectuel, il faut réformer du point de vue industriel, du point de vue social, aussi du point de vue géographique, éthique et moral, en Afrique qui sert aux Africains. Parce que l'Afrique que nous connaissons ne nous sert pas. Vous pouvez peut-être douter de mon affirmation, mais je vous invite à vous regarder autour. Regardez-vous autour.
L'Afrique, c'est le continent le plus riche du monde. En quoi vous sert-il? Pourquoi sommes-nous aujourd'hui en exil en Europe? Des raisons politiques, mais pas tous les raisons politiques. Pourquoi sommes-nous venus en Europe? Parce que nous connaissons qu'en Europe, il y a des systèmes qui peuvent nous garantir d'une certaine manière de pouvoir vivre. Nous venons de pays qui sont trop riches. Mais cette richesse ne nous sert pas parce que nous avons hérité, nous avons adopté un système, nous avons adopté le système colonial qui avait été créé pour que l'Africain soit un complémentaire et que si l'Afrique ne sert pas aux Africains. Et encore aujourd'hui, quand on parle de la France-Afrique, on fait voir que les futurs du monde de l'Afrique. Mais quand on parle des futurs du monde de l'Afrique, on ne parle pas des futurs du monde comme Afrique avec les Africains. Non, pas du tout. Nous devons nous réveiller de ces rêves-là. C'est un rêve, c'est une illusion dangereuse. Nous devons réaliser que cela n'est absolument pas vrai et commencer à travailler dès à présent pour changer les choses. Changer notre mentalité, reconjuguer l'Afrique, concevoir une Afrique différente, une Afrique pour les Africains. Parce que, je le répète encore, l'Afrique que vous voyez devant vous n'est pas pour les Africains. Ne l'est pas du tout. Aujourd'hui, l'Afrique se retrouve comme l'Africain se retrouve un prisonnier. Un prisonnier sur les terres de ses propres ancêtres. Nous sommes aujourd'hui obligés de fuir l'Afrique. Tout le monde en Afrique, pas tout le monde, mais je dirais le 90%, ne pense qu'à immigrer, à échapper de l'Afrique. Pourquoi? Réfléchissez-y, c'est parce que vous vous sentez, nous nous sentions des prisonniers en Afrique, raison pour laquelle nous sommes ici. Recherche de la meilleure vie? Non, pas du tout. C'est une excuse qui n'a pas de beaux fondements. C'est parce qu'on se sent prisonnier sur la terre de ses ancêtres au point de vouloir l'abandonner complètement pendant que nous savions et nous répétons chaque jour. C'est la terre bénie par Dieu, blablabla, c'est la terre que nous connaissons, regorge toutes les richesses du monde. Mais cela ne nous sert absolument à rien. Ne nous profite absolument à rien. Frères et sœurs, regardez-vous. Regardez-vous dans le miroir. Qu'êtes-vous devenu? Qu'êtes-vous devenu? Pensez-vous parce que vous êtes bien vêtu que vous voyez quelque chose? Non. On est vu par rapport à d'où l'on vient. Il y a 15 ans, les Chinois étaient conçus comme une personne de seconde catégorie. Pas beaucoup de valeurs et l'air était accordé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que la Chine est respectable. Quand la Chine est respectable, le Chinois est respectable, devient respectable. Quand la Chine ne l'était pas, les Chinois ne l'étaient pas. Et aussi longtemps que l'Afrique ne sera pas respectable, l'Africain non plus le sera. Et pour cela, nous devons changer les systèmes. J'invite à une révision pour le fait de l'indépendance que nous votons, que nous fêtons à travers toute l'Afrique. Nous nous moquons de nous-mêmes. Plutôt, je proposerais de transformer les fêtes d'indépendance à des journées de mémoire pour les martyrs d'une cause qui n'a pas encore été gagnée. Eh oui. Depuis la toute première invasion à l'Afrique jusqu'à maintenant, nous sommes toujours dans la lutte. Il n'y a jamais eu d'indépendance. Comme l'on dit, dans une guerre, il y a des batailles, mais on peut gagner des batailles, mais la guerre, c'est une autre chose. Il y a certaines batailles qui ont été gagnées, beaucoup d'autres batailles qui ont été perdues, mais la guerre en soi, la recherche, la lutte pour la libération, la liberté, pas la libération, la liberté de l'Afrique, c'est quelque chose que nous n'avons pas encore accompli. Et il n'y a aucune raison de faire des fêtes d'indépendance. Ce ne sont pas des indépendances. Ce sont des victoires des batailles qui ont été perdues juste après. C'est comme si pendant une guerre, on gagne une ville et puis les jours après, la partie adverse vous la récupère, vous continuez à fêter. Non, on devrait fêter les martyrs, les gens qui se sont engagés, les fils et filles du pays qui se sont engagés durant cette bataille pour gagner cette chose. Et ils ont versé leur sang comme Lumumba, comme Sankara. Pendant ces journées que nous connaissons, le 30 juin 1960, ainsi de suite, les jours des martyrs, le 4 janvier, le jour des martyrs de l'indépendance, ainsi de suite, il n'y a eu que des martyrs, il n'y a jamais eu d'indépendance. Ça aussi, nous devons faire clair dans nos têtes, sinon
Nous continuons à vivre dans un rêve qui est différent de la réalité. Nous continuons à vivre dans une réalité où nous pensons que nous fêtions une indépendance pendant qu'on ne l'est pas. Et si nous l'avions été pendant quelques heures, mais cela n'a duré quelques heures parce qu'elle a été perdue juste après. Hier, j'étais en train de regarder la télévision en française, une émission sur Facebook, où le président français Sarkozy avait été accueilli par un journaliste français. On lui demandait si il se sentait coupable d'avoir assassiné Kadhafi pour avoir fait cela et qu'avec tout ce qui a coûté au peuple libyen et à l'Afrique. Eh bien, M. Sarkozy s'est refusé de recevoir toute faute. Il a répété haute voix que l'intervention tuer Kadhafi était nécessaire et surtout il a insisté que le peuple libyen lui est reconnaissant pour avoir tué Kadhafi et libéré ses pays. Vous vous rendez compte? Même devant des millions de morts, un pays complètement détruit, l'ego Sarkozy continue à ne pas voir cette réalité pour dire que non. Ils n'ont rien fait de mal. Ils ont même été acclamés par le peuple libyen pour avoir tué leur président, leur leader, comme on veut les définir, et détruit leur pays. C'est que je veux dire, pourquoi je dis cela? C'est pour insister à ne pas continuer avec cette réalité que nous définissons de l'indépendance. Je pense il est arrivé le moment de pouvoir raisonner dessus si nous voulons que l'Afrique redevienne l'Afrique, parce que l'indépendance n'a pas servi aux Africains. Elle ne nous a pas servi, même pas un peu. Et si cela ne nous a pas servi, pourquoi continuer à célébrer cela? Pourquoi continuer à célébrer un échec? Parce que cela a été un échec. Je sais que certains ne seront pas d'accord, mais ça c'est mon point de vue. Je respecte votre point de vue. Je vous demande, tout le monde respecte mon point de vue. Et aussi, vous ne respectez pas, pensez-y. Vraiment, nous sommes indépendants. Vraiment? Parlons de l'immigration. L'immigration occidentale des Africains vers l'Afrique est chantée par tous les médias. Mais on ne parle pas de l'immigration des Blancs, disons des Occidentaux en Afrique, des Occidentaux asiatiques en Afrique. Des dizaines, des centaines de milliers des Occidentaux et Asiatiques arrivent en Afrique tous les jours. Ce n'est pas un problème. Et certains, selon nos sources, ils arrivent même sans visa. Et ils restent. Pourquoi cette double mesure? Pourquoi pensez-vous que dans les rues de Kinshasa, un Libanais, un Philippinais compte beaucoup plus qu'un autochtone, un vrai Congolais? Que pensez-vous va se passer si un Congolais ou un Gabonais, un Malien se met à se battre, à avoir une dispute avec un Français ou un Anglais sur les rues en Afrique? Quand la police ou l'armée intervient, qu'est-ce qui se passe? L'Africain est arrêté, tabassé, maltraité, les Blancs respectés. Pourquoi c'est là? Parce que nous ne sommes pas indépendants. C'est ce qui s'est passé avant la colonisation. D'autant plus qu'il a été dit avant la colonisation et après la colonisation, ils gardent la même chose. L'Africain, les Noirs n'avaient pas le droit de se disputer avec les Blancs avant la colonisation. Ils n'osaient même pas. Les conséquences auraient été dramatiques. Mais ils les sont encore aujourd'hui. Ils les sont encore aujourd'hui. Et pourquoi voulez-vous parler maintenant d'indépendance? Oui, il y a certains casques bleus et situations où certains Occidentaux ont été tués en Afrique. Ce sont des cas qui relèvent de la criminalité. Ici, je suis en train de parler des institutions. L'identité africaine moderne est une fabrication coloniale. Nous avons hérédité une identité coloniale que nous nous sommes mis et nous avons continué à observer. Et avec le temps, nous avons même commencé à ne plus la percevoir du tout comme une identité coloniale, à la définir comme une identité vraie, mais elle ne l'est pas, parce qu'une identité doit, d'une certaine manière, donner de la tutelle à l'individu. Et à l'Africain, il n'y a aucune tutelle qui lui est réservée, ni en Afrique, et pas à l'étranger non plus. Et par conséquent, nous devons réaliser que nous avons une identité qui
disons, nous avons hérédité une identité qui est venue de la colonisation et que l'ayant adoptée, nous avons appris à ne plus voir à ne plus voir son côté négatif. Bien, il y en a beaucoup. Ces identités qui avaient été conçues de manière à ce que le noir soit perçu comme un complémentaire du monde occidental. Le monde noir avait été dessiné pour être un complémentaire, un sostenuteur en silence du monde occidental. L'Afrique que nous connaissons n'appartient donc pas aux Noirs. Et les preuves sont devant vos yeux. Les preuves sont devant vos yeux. N'importe quelle armée peut intervenir en Afrique sans demander la présence de l'armée. Nous avons la présence de l'armée française au Mali, pour ne citer qu'une. Nous avons la présence de l'armée occidentale appelée l'OTAN en Afrique, pour des missions de paix, une paix qui n'est jamais rétablie. Nous autres qui sommes de l'Afrique, nous savons que quand les MONUSCO interviennent pour un conflit dans votre territoire, ce conflit ne va plus finir. Nous savons tout cela, les frères et sœurs. Nous sommes au courant de tout cela. Mais pourquoi continuons-nous à faire semblant? Pourquoi continuons-nous à faire semblant? Nous devons réaliser que les problèmes, et là, je ne dis pas passer à la révolution, passer à la révolte, ainsi de suite, mais au moins commencer à réfléchir de manière différente. Nous devons redonner de la valeur à l'Afrique pour que nous devenions respectables. Aussi longtemps que l'Afrique est dans la pauvreté, dans la misère, aussi longtemps que l'Afrique est concernée par des forces exo-africaines, nous ne serons pas respectables. Vous pouvez vivre aux États-Unis, au beau milieu de Manhattan, vous pouvez être les Noirs qui vivent en face de l'appartement de Trump, un appartement tout en or. Vous ne serez pas respectable. Vous ne le serez pas. Parce que vous ne pouvez pas changer ce que vous êtes. Et ce que vous êtes est défini par rapport à d'où vous venez. L'Afrique doit être notre raison première. Si nous voulons nous donner de la valeur, si nous voulons être perçus de manière différente, alors nous devons travailler tous ensemble pour que l'Afrique change. Nous avons le devoir de redessiner l'Afrique. Nous avons le devoir moral, spirituel de créer une Afrique pour les Africains. Nous avons le devoir de redonner la valeur à l'Afrique pour recréer une identité africaine différente, une identité qui soit respectable. Mes chers frères et sœurs, pères et mères, ce n'est pas vos beaux habits et vos beaux voitures, vos belles maisons en Occident comme en Afrique qui vous donnent de la valeur. C'est votre groupe, c'est la collectivité, la perception qu'ont les autres de votre collectivité, de votre race, de votre terre-mère qui fait la différence. Arrêtez de rêver. Ou plutôt réveillez-vous de ces cauchemars dans lesquels vous êtes. Nous devons apprendre à penser différemment parce que nous avons appris à penser à l'école coloniale et par conséquent, nous pensons pour fonctionner pour les autres et pas pour l'Afrique. Le plus grand problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est que les Africains authentiques n'existaient pas. Il existe des Africains modernes. Et les Africains modernes sont des Africains colonisés, dont les chaînes ne se trouvent plus au cou, aux mains et aux pieds, mais se trouvent à l'intérieur de la tête, au niveau du cerveau. Et avec cette situation de millions de personnes, avec des chaînes au cerveau, l'Afrique n'est pas respectable parce que nous sommes perçus comme des esclaves. Modernes, mais toujours esclaves. Des prisonniers, modernes, mais toujours prisonniers. Et ceci est imprimé sur la couleur de notre peau, qui définit notre lieu d'origine. C'est ainsi que pour y échapper, vous allez dire, je suis français, je suis anglais,
Je suis américaine. Mais qui pensez-vous tromper? Oui, sûrement vous allez tromper les autres. Mais pensez, pour combien de temps pensez-vous que vous allez continuer à tromper vous-même? Posez-vous cette question parce que je me la suis posée moi aussi. Ouais, pendant très longtemps, j'ai trompé moi-même aussi. En voulant me définir pour quelque chose, quelqu'un ou quelque chose que je ne suis pas, que je n'étais pas. Juste pour échapper à ce que je suis. Ça dirait oui, mais ça finit toujours par finir. Je vous pose la même question. Qui êtes-vous? Et qui voulez-vous tromper? Réveillez-vous, vous êtes des Africains, frères et sœurs. Nous sommes Africains. Et aussi longtemps que l'Afrique sera ce qu'elle est, aussi longtemps que l'Afrique sera percée pour comment elle est percée, eh bien nous serons pauvres et malheureux avec tous nos maisons, nos beaux habits, nos bijoux et nos voitures. Frères et sœurs, j'espère que ce discours vous est allé droit dans le cœur. Je vais vous laisser, je vais vous prendre congé de vous en espérant avoir eu un impact sur vous. Comme je disais au début, je suis toujours libre à aux questions et aux conseils, ainsi de suite, et au raisonnement. Je vais vous laisser avec Windo Colossoy pour conclure notre conversation d'aujourd'hui avec Marie et Louise. Como ya lo la cara.